BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Jean Pitzès, donc chef de groupe écolo au Parlement régional bruxellois. Un mot sur le choix musical. Deux jeunes filles qui ont fait l'actualité, qui n'ont pas été tendres avec Théo Franken il y a quelques semaines. C'est ça qui vous a inspiré ? Oh oui, j'aurais pu dire ça, mais je voulais juste sauter un joyeux petit passage musical à vos auditeurs. Mais par ailleurs, c'est vrai, c'est une musique qui leur a permis aussi de dire des choses qu'on aurait peut-être dit dans d'autres endroits. Voilà. On entre dans le concret pour la lutte contre le réchauffement climatique à la région bruxelloise. C'est ça l'idée de l'ensemble des mesures annoncées hier par les ministres Rudy Verwoerd, Alain Marron et Elke van den Brand ? Oui, c'est ça l'idée. L'idée, c'est au fond de comprendre que maintenant, il faut protéger notre avenir. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est sans doute le défi du siècle. Et pour la région bruxelloise, ça doit être le chantier de la décennie. En fait, on n'a pas beaucoup le choix. On n'a plus beaucoup le choix. Et alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire de manière décidée. C'est de le faire de manière ambitieuse. C'est de le faire en essayant de tracer des perspectives pour l'avenir. Mais aussi de ne pas le faire sans les citoyens bruxellois. Parce qu'on pense que c'est important qu'ils puissent participer à l'élaboration de ces objectifs. C'est par exemple dans cette perspective qu'a été élaboré le plan Good Move de la ministre Elke van den Brand. Oui, mais qui datait déjà un petit peu de la législature précédente, oui, sur la mobilité à Bruxelles. Oui, bien sûr, mais vous savez justement des plans, ça s'élabore une législature, ça se peaufine dans la seconde, ça s'applique et ça continue. Donc il y a une continuité entre ce qui a été décidé dans la législature précédente. Il faudra qu'il y ait une continuité dans la législature suivante, sinon on aura décidé d'un plan climat qui ne sera jamais appliqué. J'ai envie de vous dire, les deux, mon général, aucun des deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois de la continuité dans les politiques et il faut à la fois passer à une vitesse supérieure. Et ça, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au départ, la contribution de la région bruxelloise donc au plan national d'énergie-climat, c'était de réduire les émissions de CO2 de 32%. Ici, en 2030, et maintenant on passe à 40%. Et maintenant, on passe à 40%. Ouais. Alors, dans cette perspective, moi, ce que je crois vraiment très important de souligner, c'est que c'est d'abord une question de justice, en fait. C'est-à-dire que quand on parle de politique environnementale, on dit il y a l'environnement d'un côté, mais il faut que les politiques environnementales soient aussi justes. Un peu comme si cette dimension de justice, c'était quelque chose en plus qui devait se rajouter aux politiques environnementales. Moi, ce que je crois vraiment très important, je crois que ce gouvernement l'a compris, c'est que les politiques environnementales, elles ont une dimension de justice d'emblée. Tout de suite. Y compris de justice sociale, parce qu'on va rentrer dans le détail, si vous voulez bien, puisqu'on annonce, et ça c'est sans doute la mesure la plus commentée, la plus symbolique, la plus forte, l'interdiction du diesel en 2030, et surtout l'interdiction de tous les moteurs thermiques en 2035. C'est réaliste et c'est socialement juste, parce que acquérir aujourd'hui un véhicule électrique, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un véhicule à moteur à explosion. Oui, je ne suis pas sûr que la solution soit forcément le véhicule électrique. Je crois que la solution, ce sera tout simplement de réduire la place de la voiture, qu'elle soit électrique, diesel ou à essence. Et on prépare une ville sans voiture ? Une ville où la voiture aura en tout cas beaucoup de moins de place. Alors qu'est-ce qui aura plus de place ? Eh bien, ce seront les moyens de transport doux, c'est la mobilité douce, c'est-à-dire qu'il faut que les Bruxellois puissent vivre leur vie et avoir accès aux services, aux écoles, aux services publics à pied, en vélo. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait plus de proximité, tout simplement plus de pistes cyclables et des espaces qui soient plus C'est dans amicaux. 15 ans, John Pitzès, donc c'est pas très très long, 15 ans. Il y a plein de ménages bruxellois qui aujourd'hui ne savent pas se passer de leur voiture, parce qu'ils ont des enfants à conduire à l'école, qu'il faut aller ensuite à un lieu de travail qui est peut-être en dehors de Bruxelles, ou etc. Il y a aussi plein de ménages qui respirent tous les jours l'air de Bruxelles. Et ça, c'est pas dans 15 ans, c'est dans maintenant. Et donc moi, si on me dit qu'est-ce qui se passe maintenant, pas dans 15 ans, je sors de chez moi, je suis tout près de la chaussée de Hact, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, mes poumons ressemblent à une chaudière à charbon en 2-3 minutes. Et donc pour moi l'enjeu, un des premiers enjeux, c'est un enjeu de justice. Parce que les personnes qui vivent dans le centre-ville, ce ne sont pas ceux qui vont aller s'acheter une Lexus hybride à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eh bien c'est d'avoir d'abord des familles, des parents, des enfants qui puissent respirer un air pur. Et cet air pur, c'est pas seulement une question d'agrément. Ce sont des coûts en soins de santé, ce sont des coûts pour le médecin, ce sont des choses importantes. Et ce sont aussi des enjeux, comme je vous dis, d'emblée de justice sociale. Comment on va faire en 2030 pour le diesel, en 2035 pour les autres carburants ? C'est vraiment une interdiction ? Ça veut dire qu'on va interdire l'entrée de la région bruxelloise aux véhicules concernés, c'est-à-dire d'abord le diesel et ensuite tous les véhicules avec les moteurs à explosion. Ça concernera tout le monde, y compris les Wallons, les Flamands, les étrangers, les touristes, y compris le secteur du transport qui doit livrer des marchandises ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. L'action publique, c'est une trousse d'outils. Je crois que ça passera par des mécanismes, en effet, d'interdiction.
Ça, c'est Ça veut dire contrôle et sanctions. Contrôle et sanctions. Ce sont des mécanismes aussi de pénalisation, c'est-à-dire qu'on incite les citoyens à se passer de certains moyens de transport pour en choisir d'autres. Et ce sont aussi des mécanismes d'incitation, c'est-à-dire qu'on va aussi développer des primes, développer des mesures d'accompagnement pour que les Bruxellois aient un certain nombre, non seulement éventuellement de désavantages à utiliser certains moyens de transport, mais davantage et d'agréments à en utiliser d'autres. Ouais. Pour ça veut dire que d'ici 15 ans, il faudra qu'il y ait le métro vers le nord de Bruxelles, les 6 ou 7 lignes de tram promises dans l'accord de gouvernement, plus de lignes de bus, et que on augmente la capacité en transport en commun. C'est réaliste ? Ça veut dire que c'est un gros investissement quand même, hein ? Mais ce sera de toute façon un gros investissement. Alors, j'ai lu, bien entendu attentivement, le communiqué de presse et la conférence de presse du gouvernement. S'il y a bien quelque chose qui m'a plu, en fait, c'est sa manière de dire les choses. Et une de ses manières de dire les choses, c'est de dire « oui, ça va passer par des investissements massifs ». Ça va passer par des investissements massifs, ça va passer par des dépenses publiques massives. Ce qui va bien entendu amener des questions. L'opposition va nous dire comment est-ce que vous allez financer ça ? Est-ce que c'est bien raisonnable ? Et là, on devra dire à l'opposition, oui, nous devons trouver le moyen de financer ça parce que nous n'avons pas le choix. Un mot sur les motos. Vous confirmez qu'en 2022, on va commencer à interdire les motos les plus polluantes comme on a interdit les véhicules, les voitures privées les plus polluantes ? Alors, pour le coup, je ne suis pas à la place du gouvernement. J'ai lu comme vous que c'était dans les cartons. Et on verra si ce sera en effet... si ce sera non seulement dans les cartons, mais dans le tube. Aujourd'hui, on a donc une zone basse émission qui est au centre de Bruxelles, où on interdit vraiment les véhicules les plus anciens, les plus polluants. Ils ont le droit de circuler 8 fois par an, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'on va l'étendre progressivement, cette zone, à la fois géographiquement et à la fois dans la gamme des véhicules au fur et à mesure. Je crois que vous dites bien les choses, c'est-à-dire qu'il y aura un élargissement spatial, c'est-à-dire de plus en plus de zones seront concernées, et à la fois une intensification de cette zone basse émission. L'idéal, puisque vous parliez d'idéal, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans 15 ans ? L'idéal, c'est que ce soit une zone zéro émission dans 15 ans. Est-ce qu'on va y parvenir ? Ça risque d'être une zone zéro voiture, si je vous entends bien. C'est vrai qu'en toute logique, si on veut s'orienter vers une zone zéro émission, ça devrait être une zone zéro voiture. Mais seulement en logique partielle, parce que quand on parle de zéro émission, on a beaucoup parlé du transport, c'est aussi autre chose, la lutte contre les émissions. On va y venir dans un instant. Je voudrais quand même vous soumettre une réaction de la FEBIAC. C'était un hasard, mais le porte-parole de la FEBIAC, Jos Kasman, était dans notre studio hier. Et quand on lui a annoncé les mesures qu'était en train d'annoncer le gouvernement bruxellois, il a eu cette réaction. C'est bien gentil, mais la région bruxelloise, elle peut annoncer l'interdiction des moteurs thermiques. Elle est déjà pas capable de nous mettre des prises électriques pour qu'on recharge des véhicules électriques aujourd'hui dans Bruxelles. Et donc, ça n'est pas tout à fait envisageable, c'est pas tout à fait réaliste. Vous lui répondez quoi ? Je lui réponds qu'il y a... Ce que j'ai dû répondre aussi à l'opposition libérale, c'est qu'on peut concevoir les politiques environnementales en se réduisant, en se contentant de vouloir verdir les voitures. Et nous, notre objectif, c'est aussi de réduire le rôle de la voiture. Alors, je comprends que ça ne convienne pas forcément à la FEBIAC, je le comprends. Je comprends que leur position est tout à fait raisonnable, tout à fait compréhensible, mais je crois que si vraiment on veut prendre en charge ce défi central de la décennie et ce défi central du siècle, il va falloir dire aussi qu'il y aura moins de voitures et même peut-être pas forcément tellement plus de voitures électriques. Seule la voiture électrique, c'est une option qui présente un certain nombre d'avantages incidents, mais des avantages qui ne sont pas suffisamment décisifs que pour pouvoir répondre à eux seuls à la question du réchauffement climatique. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de la part de la région bruxelloise de vouloir ainsi avancer si vite, donner le tempo, au risque de se décrocher de la région flamande et de la région wallonne qui visiblement ne prennent pas la même direction, en tout cas pas au même rythme. Et on va quoi alors ? Avoir des voitures en Wallonie, en Flandre, elles s'arrêteront aux portes de Bruxelles ? Et Bruxelles sera une ville à part, une île ? Écoutez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup en politique, c'est que c'est une activité de représentation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on dit des choses. Alors, est-ce que en disant les choses, on les pense toujours. Moi, je les pense. Mais ce qui est très important, c'est que quand on dit les choses, on s'engage. Quand on dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, en fait, c'est faux. Les promesses engagent en grande partie ceux qui les font. Et donc moi, j'assume le fait que ce gouvernement s'engage à travers ses promesses. Ouais. Donc d'ici 15 ans, plus de voitures. Je voudrais encore vous poser une question sur la mobilité. On a beaucoup parlé de cette taxe intelligente qui devrait entrer en vigueur. En tout cas, c'était l'espoir des Bruxellois. On sait que les Wallons, les Flamands sont beaucoup moins enclins à l'envisager. Donc taxation intelligente automobile qui remplacerait donc les taxes de circulation et qui serait donc modulée en fonction de l'heure, de la pollution du véhicule. On va la mettre en route en région bruxelloise, même si les Flamands et les Wallons ne suivent pas ? Peut-être.
Je dis peut-être. Non, je dis peut-être. Vous êtes sûrement mieux informé que moi, John Pitzey. Vous êtes chef de groupe écolo au Parlement régional bruxellois. Vous êtes au cœur de ces problématiques-là. C'est votre parti qui les porte. Laissez-moi dire pourquoi je dis peut-être. La première raison pour laquelle je dis peut-être, c'est que si on veut prendre au sérieux le fait qu'il y aura une concertation avec les autres régions, alors on ne peut pas dire certainement, sinon c'est une concertation qui n'a pas de sens. La deuxième raison pour laquelle je dis peut-être, c'est que d'abord il faut s'entendre sur les termes. J'entends toujours l'idée que c'est une taxe kilométrique au sens strict. Ce n'est pas forcément une taxe, c'est une contribution, c'est une redevance, et je crois qu'il faut être précis sur les mots. Ça veut dire que quand on passera par exemple par le centre de Bruxelles, on aura cette redevance qui s'appliquera. Et la troisième chose qui répond, j'espère, en partie à votre question, c'est que pour moi, le plus important, et je crois que pour mon parti, le plus important, c'est de passer, j'ai eu l'occasion de le dire à votre confrère de la Libre Belgique hier, c'est de passer d'une logique de possession à une logique d'usage. C'est l'idée que ce qui est le plus grave ou ce qui est le plus important, c'est la manière, ou au contraire, ce qui est le plus bénéfique, c'est la manière dont nous utilisons la voiture, plutôt que le type ou plutôt que seulement le type de voiture qu'on utilise. Et donc, si ça passe par un mécanisme de redevance kilométrique, tant mieux. Si ça passe par un autre mécanisme, tant mieux aussi. Pour moi, l'objectif, c'est justement de pouvoir changer de logique et se dire, quand je prends ma voiture, eh bien, l'usage de cette voiture, il me procure un certain nombre d'avantages, il me donne accès à un certain nombre de ressources, mais ça provoque aussi un certain nombre de coûts, et c'est normal. C'est une question de justice qu'en provoquant ces coûts, eh bien, j'en assume une partie des conséquences. Et donc, plus on utilise sa voiture, plus on paye la contribution, moins on l'utilise, moins on paye. C'est-à-dire que demain, si j'ai une voiture que je ne l'utilise pas, je serai remboursé de ma taxe de mise de circulation et de ma taxe de circulation que je paye aujourd'hui. Et ça, c'est la quatrième raison pour laquelle je vous dis peut-être. C'est-à-dire que la question est de savoir si on supprime entièrement la taxe de mise en circulation pour la remplacer intégralement par une redevance kilométrique ou si on modalise. Et donc, ce sont des choses qui vont encore être discutées. Vous êtes fier de ce qui a été annoncé hier par le gouvernement bruxellois ? Vous vous dites, ouf, là, on a marqué des points, il y a une marque verte dans l'action gouvernementale ? Oui, bien sûr, mais nous sommes entre nous, personne ne nous écoute. Moi, je suis un représentant politique. Presque personne. Presque personne. Quand vous me posez la question, est-ce que vous êtes fier ? Bien sûr, je vais vous dire que je suis fier. D'ailleurs, même si je ne le pensais pas. Par contre, parce que je suis représentant politique. Et voilà. Par contre, là où je suis vraiment fier, c'est plutôt comme citoyen. C'est-à-dire que je me dis, de nouveau, je me lève le matin, j'ai mon enfant, j'ai ma vie, j'ai ma voiture. J'ai ma voiture que j'aime beaucoup conduire, et bien je me dis, bien, moi ça me convient d'avoir un gouvernement qui dit les choses finalement cash, c'est-à-dire il y a des défis importants, ces défis vont coûter, ces coûts vont demander des investissements, ces investissements, eh bien, ils demandent des perspectives, et ces perspectives, ils demandent une continuité dans la politique publique, et enfin, j'ai des gens qui me disent des choses, j'ai des gens, en face de moi, j'ai un gouvernement qui fait de la politique. Et ça, oui, en tout cas, je suis content. Alors, il n'y a pas que la mobilité, il y a également le chauffage, notamment, qui a été abordé. On va en parler avec vous. Chef de groupe écolo au Parlement régional bruxellois. Juste deux mots sur le journal. La princesse Elisabeth, bon anniversaire, ça vous touche ? Bon anniversaire. Bon anniversaire, Elisabeth. Ouais, la monarchie, la famille royale, ça reste quelque chose d'important. À écolo, il y a parfois eu des petites contestations, il y a quelques dizaines d'années. Oui, c'est vrai. C'est plus le cas aujourd'hui ? Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de contestation. Moi, je suis très content qu'Elisabeth de Belgique fête son anniversaire. Je suis content que des gens pensent que la monarchie soit le ciment définitif du pays. Maintenant, à titre personnel, je ne suis pas certain que le maintien, ou d'ailleurs le non-maintien de la monarchie suffise à maintenir en état et en état fonctionnel notre pays. Il faut travailler sur beaucoup d'autres choses, et donc c'est ce que nous essayons de faire aussi. Dans ce journal, on a également entendu Barbara Tract, donc pour la déclaration de politique de la COCOF, donc la Commission communautaire française, ce nom barbare qui regroupe donc l'ensemble des politiques pour les francophones en région bruxelloise. Et on a entendu aussi Gaëtan van Gonsenoven se dire, est-ce qu'elle sert vraiment encore cette COCOF ? Est-ce qu'on doit la maintenir ? Vous lui répondez quoi ? On doit la maintenir, la COCOF, on doit la réformer, on doit la supprimer. Il y a deux échelles. D'abord, est-ce que pour l'instant la COCOF est investie ? Est-ce qu'on fait de la politique à la COCOF ? Oui, c'est ce que Barbara Tract a essayé de dire là à l'hémicycle donc, de l'Assemblée, la Commission communautaire française. C'était ce matin. Ouais. C'est donc l'idée que oui, il va y avoir des investissements dans les politiques familiales. Oui, il va y avoir des investissements en matière de politique d'aide et d'accompagnement aux handicapés. Donc, il va y avoir en effet de l'énergie qui va être mise dans la COCOF. Maintenant, il y a une deuxième question. Qu'est-ce que va devenir ou qu'est-ce que peut devenir la COCOF au niveau en termes institutionnels ? Alors, pour l'instant, le mouvement, c'est de la part de pas mal de partis, je crois. Et je crois même qu'on n'est pas loin d'avoir
si pas une forme de consensus, en tout cas une convergence de la part de pas mal de partis, consistant à renforcer l'idée qu'il y a quelque chose comme une communauté politique bruxelloise, qu'il y a quelque chose comme un faisons espace... des choses flamands et francophones, néerlandophones et francophones ensemble à Bruxelles. Mais de plus en plus de choses au niveau de la région et plus au niveau des deux communautés. Mais vous savez, moi je me souviens qu'il y a quelques années, on parlait de la défédéralisation des allocations familiales et qu'un argument qui était très important, c'était de dire un enfant est égal à un enfant. Si c'est vrai pour les allocations familiales, je crois que ça doit pouvoir être vrai aussi en matière de lutte, de lutte contre les effets de l'autisme, pas de lutte contre l'autisme bien sûr, ou en matière de politique familiale ou en matière d'ouverture de nouvelles crèches. Alors, on va revenir au climat. Donc, ce grand plan climat annoncé hier par la région bruxelloise. On a beaucoup parlé de mobilité dans la première partie de l'interview. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes sur le logement, la performance énergétique des bâtiments. On interdira les chaudières à mazout à partir de 2025 ? Ah, c'est ce qui est annoncé, oui, c'est ce qui est annoncé. C'est une interdiction pure et simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne pourra plus en installer une nouvelle, mais ceux qui en ont une pourront la conserver ? Alors ça, de nouveau, ça, je ne peux pas vous répondre avec précision à cette question. Ça pourrait être le cas. Peut-être qu'il y aura d'autres arbitrages qui sont faits. Donc ça dépend du gouvernement. Mais ça, je crois que ce sont des choses qui vont être discutées au niveau du gouvernement. Maintenant, quelque chose que je voudrais dire, c'est que, de nouveau, quand on parle de politique environnementale, on parle toujours de politique climatique, ok ? Et donc, il y a un premier objectif, qui est en effet de réduire les émissions les émissions carbone. Oui. Mais il y a au moins deux autres objectifs. Le premier, c'est aussi de réduire les émissions de particules fines, et c'est particulièrement le cas pour les chaudières à charbon, et donc il y a de nouveau un enjeu de santé publique. Et puis il y a une deuxième chose, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer notre entretien par ça, c'est un enjeu de justice. C'est-à-dire qu'il y a plein de logements qui, n'étant pas suffisamment rénovés, consomment beaucoup d'énergie, et ce sont souvent les logements qui sont occupés par les personnes qui ont le moins de moyens. Et donc, aider à la rénovation des logements, c'est aussi aider les ménages qui sont les moins avantagés. Le gouvernement estime qu'il faudra rénover, isoler 500 000 maisons et appartements en région bruxelloise. Donc, c'est un parc conséquent. Il a chiffré ça à 29 milliards, mais tout ne viendra pas des pouvoirs publics. On compte aussi sur l'investissement privé. C'est-à-dire, comment on va faire pour inciter un propriétaire ou un promoteur ou un bailleur à être efficace énergétiquement et à améliorer les installations de chauffage pour qu'elles soient aux normes ? Eh bien, en incitant cet investissement privé via de l'investissement public plus ou moins direct, par exemple en élargissant l'accessibilité et aussi l'assiette du prêt vert, par exemple, en rendant plus lisible et à la fois plus accessible et plus favorable, par exemple, le système des primes énergie, mais aussi en mettant en place un certain nombre d'outils fiscaux, par exemple des abattements en matière de droits d'enregistrement. Et donc, en fait, il s'agit d'un système à 3 étages. Il y aura un investissement public direct, par exemple, en matière de rénovation des logements sociaux. Il y aura des investissements conséquents mais visant un peu plus indirect via des mécanismes, le renforcement des prêts verts, le renforcement des primes énergie et la mise en place d'un certain nombre de mécanismes fiscaux. Et puis, oui, en effet, il y aura, nous l'espérons, mais nous le pensons aussi, des investissements privés. Oui.